bel RTL Soir, Pascal Vrébos. Walid Farès, bonsoir. Bonsoir, Pascal. Du printemps arabe à l'automne islamiste, vous êtes le conseiller de Mitt Romney, le candidat malheureux. Alors dites-moi, s'il avait été président, vous ne seriez pas ici, vous seriez à la Maison-Blanche. Hein? Non, je serais ici aussi en train de promouvoir le livre avec l'édition, mais quand même, j'aurais été bien sûr, j'aurais fait partie de son équipe de l'administration. Il va être candidat au prochain? On ne sait pas, c'est unique en Amérique, c'est que s'il perd, il ne va pas se représenter, mais à cause des circonstances présentes, il est possible qu'il soit un candidat encore. Alors d'abord une question d'actualité, vous savez que le procès Morsi est en train de se dérouler, enfin il est reporté au 8 et il a dit « je suis le président », c'est un procès illégal. Oui, c'est la position de Saddam, mais enfin c'est pas aussi dramatique que chez Saddam dans le sens que Morsi va être accusé de crimes commis par certains membres de son cabinet contre les manifestants, c'est ça vraiment. Oui. Et donc, mais cela illustre vraiment la crise en Égypte. Il y a eu la première révolution, la première vague avec les jeunes, le mouvement du 6 avril. Et ça a été récupéré par les islamistes de Morsi, bien organisé, mieux financé. Tout le monde a cru, y compris l'administration Obama, qu'il faisait une majorité en Égypte, parce qu'ils ont eu 1 million de personnes sur les rues. Et voilà les 33 millions d'Égyptiens. C'est la plus grande manifestation de l'histoire des manifestations. Donc ça nous dit que la majorité silencieuse en Égypte a parlé pour la première fois, ce qui a donné le feu vert aux militaires de faire ce qu'ils ont fait. Oui, mais alors au fond, la démocratie au Moyen-Orient, globalement, c'est quand même un fameux échec. Cette démocratie, bien sûr, elle va être réexaminée. C'est comme toutes les révolutions. Elles n'aboutissent pas immédiatement à la social-démocratie de la Suède ou de la Nouvelle-Zélande. Il y a eu plusieurs vagues. Donc, intellectuellement parlant, il y a beaucoup d'Égyptiens qui veulent marcher vers la démocratie, mais il y a beaucoup de forces qui poussent contre. Oui, pas seulement en Égypte. C'est la même chose en Libye. On a eu un problème d'analyse en Amérique, un profond problème d'analyse de ce que c'était le printemps arabe. Si on voit la Libye, il y a une guerre civile qui se prépare entre les islamistes et les laïcs. En Égypte, on sait ce qui se passe, mais il y a aussi la Syrie. Il y a la crise ouverte qui ne se termine pas. Et il y a potentiellement la Tunisie. On voit un peu une répétition de ce qui se passe en Égypte. Et n'oublions pas qu'il y a toujours l'Iran, qui a beaucoup d'influence en Irak. Donc si on regarde toute la carte du Proche-Orient, elle est très compliquée. Dites-moi, les Américains, ils n'ont pas compris grand-chose à ce qui se passe au Moyen-Orient. Hein? Malheureusement, comme un des conseillers... Depuis Bush, on a cru qu'avec le grand chambardement Obama, il comprend mieux la région. Oui. Il s'est avéré que ses conseillers n'ont pas très bien compris dans plus de 8 États, 8 gouvernements. Oui. Donc finalement, échec de la politique américaine par rapport au Proche-Orient? Oui, on peut admettre cela. Et des Européens? Les Européens, parce qu'ils suivent aveuglément l'administration Obama. Maintenant, ils commencent à comprendre que les choses vont changer. Nous avons des contacts avec les membres du Parlement européen, avec des membres de différents gouvernements. Vous allez d'ailleurs parler au Parlement européen Oui, ce soir, je parle à des parlementaires et à des conseillers de l'Union européenne, et demain, nous parlons au Parlement européen. Alors, comment sortir de cette ornière? Est-ce que nous, Européens, Américains, on doit s'en mêler? Ou bien est-ce que c'est au peuple à faire leur propre révolution eux-mêmes? C'est les deux choses en même temps. Quand les peuples font leur révolution, comme dans l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, au moins il faut comprendre que c'est une révolution, qu'elle mérite d'être appuyée, qu'elle sera appuyée politiquement. Remarquez par exemple que l'administration d'Obama a envoyé des millions de dollars aux frères musulmans. C'était pas la bonne direction. Comment est-ce possible? Enfin, il y a des conseillers, il y a les services secrets. Les services secrets, les analyses de gouvernement avaient conseillé à M. Obama d'être à égale distance de toutes les forces politiques, mais il y a pas mal de conseillers qui étaient très influencés par les pétrodollars, par les pétrodollars. C'est-à-dire s'il y a des régimes au Golfe qui sont très proches des frères musulmans, donc ils financent beaucoup de projets aux États-Unis. Vous savez, le lobbying, c'est quelque chose de pas trop secret, et donc il y a des conseillers qui en fait sont des conseillers aussi à ces lobbies qui influencent beaucoup l'administration américaine. Donc c'est l'argent qui finalement a plus d'influence que la réflexion, si je me suis... L'argent a une influence sur la réflexion. C'est une équation très réduite. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que les djihadistes vont s'imposer partout dans ces régions, ou bien que les humanistes, si j'ose dire, vont inverser la courbe des choses? Je pense qu'il y a une course très serrée, que j'ai d'ailleurs écrite ici très clairement dans mon livre, entre les islamistes qui sont mieux organisés, mieux financés, plus unis. Si vous regardez les islamistes et les djihadistes, ils sont tout à fait connectés du Maroc jusqu'en Irak.
contre les libéraux qui montent chez les jeunes, les humanistes et les démocrates, mais qui sont désorganisés, ne sont pas unis et surtout ne sont pas bien compris par l'Ouest. Alors, vous parlez des revenus de l'islam dans votre livre. Vous en citez quelques-uns, qui sont peut-être ceux qui vont faire changer les choses et réfléchir. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais toutes les révolutions commencent par quelques intellectuels. Václav Havel, puis en Pologne, la Solidarité en Russie. Et après, on a vu que ceux-là étaient comme le bout de l'iceberg. En dessous de ça, il y a beaucoup de gens. Je reviens à l'Égypte. L'Égypte a démontré qu'avec un peu d'intellectuels qui sont libéraux ou démocratiques, ils peuvent lancer la masse s'ils peuvent bien expliquer, s'ils sont appuyés internationalement. 33 millions d'Égyptiens dans les rues du Caire et des villes principales égyptiennes, c'est vraiment une révolution dans la façon de faire la révolution. Alors, il y a aussi l'Iran, avec un danger nucléaire potentiel. Est-ce que pour vous, c'est l'endroit le plus dangereux de la région? Ce serait l'endroit le plus dangereux si on continue avec cette politique. Malheureusement, on n'a pas pu identifier le coche, on a raté le coche en 2009, quand il y a eu 2 millions d'Iraniens, de ceux qui marchaient pour la liberté, et le président Obama, malheureusement, n'a pas connecté avec ces gens-là. Oui. Donc, on a raté la révolution en 2009, on va attendre la deuxième vague. Est-ce que vous pensez qu'Israël pourrait à un moment donné faire une opération sur l'Iran sans les États-Unis? L'horloge israélienne est différente de l'horloge américaine. Bien sûr, il y a une coordination, mais si les Israéliens voient que les Iraniens, le régime iranien bien sûr, est en train de mettre une bombe sur une fusée, là ce serait le feu vert des Israéliens, ils vont vers ce qu'ils vont faire, puis ils vont faire le coup de fil à Washington plus tard. Oui. Et c'est prévu à votre avis? Je pense que les Iraniens savent cela. Ils sont en train de construire leur flotte de missiles jusqu'à un certain point où il sera très difficile pour les Israéliens de frapper quand les Iraniens vont décider de monter la bombe. Alors, il y a une question d'un auditeur qui est une question un peu subversive. Il dit quand sera jugé George Bush qui a plus de sang sur ses mains que tous les dictateurs arabes réunis? Je ne pense pas que cela est maintenant la conviction de la plupart des Arabes. On pensait que l'Égypte était tout à fait anti-Ouest, pro-frères musulmans. Une majorité énorme en Égypte a démontré le contraire. Voilà, Walid Phares, merci de votre visite. Je rappelle le nom de votre livre, Du printemps arabe à l'automne islamiste, aux éditions Hugo Doc. Et vous allez ce soir faire une conférence au Parlement européen. Merci de votre visite.